3, 2, 1. Here we go! Rebonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence de la matinée. Nous allons évoquer là des questions qui sous-tendent beaucoup de sujets qui nous préoccupent, qui vous préoccupent tous sur le salon Cyclo avec cette thématique « Financer la sobriété, comment adapter nos modèles économiques ». C'est une conférence pilotée par l'AST section Occitanie et on les remercie. Avec le changement climatique, les effets sur la ressource en eau se font déjà sentir. On l'a longuement évoqué hier matin lors de notre conférence d'ouverture, mais également lors de la conférence plénière. De nombreux déficits hydriques sont constatés. Cela ne va pas aller mieux avec l'augmentation des températures liées au réchauffement qui entraîne des besoins croissants en eau. Or, on le sait bien, en France, l'eau paie l'eau. Et les exigences de sobriété mettent à mal le système de financement des services basé en grande partie sur les volumes de consommation. Cette impasse qui nous guette impose un débat, une réflexion de fond sur le sujet. Nous allons donc tenter de le mener ici et évoquer des expériences tarifaires innovantes avec nos intervenants que j'invite à monter sur scène. Jean-Charles Laclos, président de la section Occitanie de l'AST. Merci d'être avec nous. Oui, merci. Jean-Yves Lautridou, membre du CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental, au titre du groupe CFDT, et membre de la commission économie et finances. Robert Medina, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'eau et l'assainissement, qui a déjà présenté un petit peu les dispositifs dont on va parler hier, mais on va rentrer dans le détail aujourd'hui. Merci encore. Patrick Rescagnière, directeur général des services du SMDE à 09, c'est le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement d'Ariège, et Laetitia Couder, experte économie d'eau du pôle acteurs et usages chez Suez Le Lyre. J'espère que je n'ai rien accroché. Merci à tous d'être avec nous. Pour introduire cette séquence, je vais donner la parole à Jean-Charles Laclos, puisque l'AST pilote cette thématique. On va vous entendre sur les enjeux du débat. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'AST a décidé dans son bureau de développer cette thématique qui nous paraît être un enjeu majeur pour l'avenir des services. L'AST, en quelques mots, je pense qu'ici, tout le monde connaît bien cette association d'envergure nationale. Il faut simplement savoir que nous avons une délégation régionale que je représente aujourd'hui et qui a travaillé sur l'animation de cette table ronde. Les modèles économiques vont devoir être adaptés. On a bien sûr un effet ciseau qui est en train de se créer entre des modèles basés sur une structure de consommation. Plus on consomme et les recettes permettent de financer. Or, on sait que l'ensemble des services d'eau en France vont avoir besoin d'engager une phase de sobriété et donc de diminuer naturellement les consommations d'eau. Donc comment adapter les modèles économiques alors même qu'on a un enjeu d'investissement sur les infrastructures d'eau et d'assainissement? Est-ce que des solutions tarifaires innovantes vont permettre d'accompagner ces changements? C'est un peu l'objectif que nous avons cherché à débattre, en tout cas présenter aujourd'hui, avec un prisme plutôt urbain, et je remercie l'ensemble des intervenants et M. Medina d'accepter sa présence avec Toulouse Métropole, mais également une casquette plus rurale. En région Occitanie, nous avons les deux modèles qui existent pour avoir cette vision un peu d'ensemble. Et puis, le CESE et M. Lautridou a contribué à donner un avis sur ces sujets-là, et donc ça nous paraissait fondamental de pouvoir donner la parole au CESE. Et enfin, on a aussi, avec la présence de Suez, une connaissance sur les effets des économies d'eau sur les abonnés. Donc on essaye de balayer large en temps réduit, c'était l'objectif de l'AST. Merci beaucoup en tout cas pour ce pilotage et on espère je ne sais pas si on pourra évoquer tout le débat que ça engendre, en tout cas qu'on fera les grandes thématiques. N'hésitez pas à intervenir tout au long des échanges. Je signale aussi qu'il y aura un temps prévu pour les questions du public, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, donc n'hésitez pas à mettre des questions de côté pour tout à l'heure. On va poser le débat avec vous, Monsieur Lautridou, vous représentez le CESE, on l'a dit, et vous avez travaillé il y a quelques mois sur ces questions de tarification de l'eau. Vous allez nous expliquer
expliquer dans quel contexte, en répondant à qui, et puis nous présenter vos travaux également. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, en tout premier lieu, il est important de rappeler le contexte. Alors l'avis s'intitule « Eau potable, des enjeux qui dépassent la tarification progressive ». Finalement, ça indique un peu comment, par rapport à une question de départ qui était prévue dans le plan eau et qui découlait lui-même de la sécheresse de 2022, pas besoin de rappeler, notamment dans cette région, avec un objectif qui était de moins 10%. Donc, l'article 43 de ce plan eau prévoyait que le Conseil économique, social et environnemental allait être saisi pour indiquer les conditions d'une généralisation de la tarification progressive de l'eau. Donc on parlait bien de généraliser à l'ensemble des communes quelque chose qui viendrait. Donc on a, pour dire quand même, si le plan eau a été présenté fin 2023, nous n'avons été saisis qu'à la fin du mois de septembre, ce qui nous a laissé finalement sans doute pas assez de temps, et je vous prie de m'en excuser, de nous en excuser, parce que je ne suis pas tout seul dedans. On a eu un mois globalement pour travailler là-dessus, donc on a travaillé d'arrache-pied, on a fait énormément d'auditions, des entretiens, on a essayé d'avoir la vision la plus complète possible, ce qui n'est pas simple, parce qu'on s'est rendu compte, premièrement, qu'on avait beaucoup de mal à avoir des données. Quand on interrogeait les gens, personne ne pouvait nous dire combien de collectivités étaient parties dans une tarification progressive de l'eau, par exemple. On nous citait toujours quelques exemples emblématiques, mais on n'avait pas de chiffres précis. Et globalement, les données manquent cruellement. Et ce qui nous semble un peu étrange, c'est comment peut-on bâtir une politique publique quand on n'a pas des données factuelles permettant de construire cette politique. Mais ça, c'est autre chose. Donc, globalement, et même si ça diffère en fonction de chaque distributeur de l'eau, la tarification progressive, mais là je parle à des initiés, donc à mon avis tout le monde connaît, il y a différentes tranches, la première tranche pouvant être gratuite, et au fur et à mesure, en fonction de la consommation, on augmente le prix des tranches. On évoque souvent la loi NOTRe 2013 pour la mise en œuvre. En fait, c'était possible depuis la loi LEMA de 2006. On pouvait mettre en place une tarification différenciée de l'eau. La loi NOTRe n'avait pas une entrée d'ailleurs environnementale, mais une entrée sociale et prévoyait 50 expérimentations. Certaines collectivités ont mis en place une tarification dite sociale en mettant en place une tarification progressive. D'autres collectivités ont choisi, je crois que Brest c'est le cas par exemple, une tarification sociale, mais qui n'aborde pas la tarification progressive de l'eau. Donc, rapidement, d'autres travaux du CESE ont porté sur l'eau. Un avis favoriser la gestion durable de l'eau, quantité, qui lui est beaucoup plus général et qui s'intéresse au grand cycle de l'eau et au petit cycle de l'eau. Et l'outre-mer, pas besoin de vous expliquer. On présentait tout à l'heure la coopération sur l'eau, mais certains départements, Mayotte, la Guadeloupe, il y a 70% de l'eau qui repart dans la nature, hein, vu l'état du réseau. Perdu. Voilà. Donc, les premiers enseignements, j'essaie d'être assez concis, assez rapide, qu'on a tirés du questionnement qui nous était posé. C'est, globalement, on constate qu'il y a un faible équipement de compteurs individuels, principalement dans les grandes agglomérations, et qu'à partir de ce moment-là, ça peut conduire des collectivités comme Montpellier à mettre en place une tarification progressive uniquement sur les gens qui disposent d'un compteur individuel, en précisant qu'un compteur individuel ne veut pas dire qu'on a un contrat avec le gestionnaire. Dans certains immeubles collectifs, les gens ont un compteur individuel, mais qui sert à la répartition des charges et non pas à l'abonnement. Lui, c'est le compteur. Donc, c'est très compliqué d'avoir des données et très compliqué, c'est ce qu'on a constaté, de mettre en œuvre une tarification progressive quand il n'y a pas beaucoup de compteurs individuels. On a auditionné Muret, qui est dans le coin. Muret, 75%, ça semble fonctionner, mais le taux d'équipement de compteurs individuels est de 75%, beaucoup de compteurs à télérelève. Dunkerque, qui est souvent cité, c'est 85% de compteurs individuels. Donc on voit bien que cette constante dans les collectivités où ça semble fonctionner, c'est la présence de compteurs individuels. Là encore, je parle à des experts, mais nous on découvrait le sujet finalement. C'est la difficile compréhension du prix de l'eau. C'est pas parce qu'on dit que les mètres cubes
vont diminuer, que les gens auront l'impression que la facture diminue. Il y a tellement de composantes dans la facture, voire même certaines collectivités, pour équilibrer le budget, on l'évoquait tout à l'heure, l'eau paye l'eau, mettent en place une part fixe élevée, qui finalement est contre-intuitive si on a une ambition environnementale, puisque plus la part fixe est élevée, ce qui est logique quand on veut équilibrer ses comptes, plus ça favorise finalement les gens qui ont les gros consommateurs. Donc, on a une connaissance incomplète des expérimentations territoriales, c'est-à-dire quand on veut analyser, il nous a semblé qu'il fallait disposer de plus de temps, aller plus loin pour faire une analyse précise et sur le long terme de ce qui est mis en place. Par exemple, Montpellier, quand on les a auditionnés, ça faisait 6 mois qu'ils avaient... Donc, ils ne pouvaient pas nous dire, on constate une baisse ou pas de la consommation, enfin, c'est très compliqué. Les tarifs, alors là, ça peut faire débat. Si l'entrée était sociale, on s'est rendu compte, alors notamment, on a auditionné une chercheuse toulousaine, maître de recherche à l'INRAE et à Toulouse School of Economy, Céline Noge, qui nous disait, Noge ou Noget, je vous prie de m'excuser, je ne suis pas certain de la prononciation, que à peu près toutes les études montrent que la tarification progressive, partant d'un présupposé que les gens qui ont de faibles revenus consomment moins que les gens qui ont de forts revenus, toutes les études montrent que c'est faux. Que c'est pas parce qu'on... Et à peu près, Alexandre Mayol, qui a étudié précisément la tarification progressive d'un CAC, arrive aux mêmes conclusions. En Belgique, ils ont fait des études, ça arrive aux mêmes conclusions. En fait, il n'y a pas de corrélation entre le niveau de revenus et la consommation d'eau. En tout cas, les études ne le montrent pas clairement, même si j'ai cru comprendre que Suez arrive peut-être à des nuances. En tout cas, nous, tout ce qu'on a vu comme études, tout ce que nous ont dit les gens, c'est ça. De la même façon, il peut y avoir des contournements. On nous a cité, et je ne vais pas citer la collectivité, où la consommation diminue, mais le nombre de piscines augmente. Et d'ailleurs, c'est pointé par la mission de l'Assemblée nationale qui indique que, à partir du moment où il n'y a pas de compteur sur les prélèvements d'eau individuels, alors que le plan eau prévoit ça pour les forages au-delà de je ne sais plus combien de mètres cubes, du coup, il y a des gens, si le forage ne coûte pas très cher, ils font un forage et ils alimentent leur piscine. Donc, voilà. Et en gros, la tarification est difficile à mettre en œuvre pour l'ensemble des usagers. Si on peut évaluer, par exemple, la consommation moyenne de particuliers, comme on ne connaît pas toujours qui est derrière le compteur, ce que ça a été un grand étonnement de notre part, certains professionnels sont considérés comme des particuliers, notamment des commerçants. Mais il est bien difficile, de toute façon, de définir c'est quoi la consommation moyenne d'un professionnel, d'une entreprise. On n'arrive pas à avoir. Donc, ce nous a conduit à indiquer que les conditions d'une généralisation ne sont pas réunies. Premièrement, parce que c'est remettre en cause les compétences des collectivités en matière de distribution d'eau potable et de tarification. L'État ne va pas arriver en disant qu'il y aura un modèle unique de tarification. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, il faudrait revoir complètement la loi et faire fi, finalement, des particularités territoriales. C'est difficile à mettre en œuvre en l'absence de compteur individuel, avec le contrat lié au compteur individuel, je précise encore. On a une incertitude sur l'efficacité réelle en termes de réduction. Ça veut dire on constate des baisses, mais tous les gens nous disent c'est une combinaison de facteurs, de la communication, des diffusions de mousseurs d'eau, une prise de conscience par un certain nombre de gens. Tout ça parce que tout simplement l'élasticité prix est assez faible et ne se mesure pas forcément. Il y a une possible perception d'une tarification inégalitaire. Les gens qui ont de faibles revenus, qui se retrouvent dans les gros consommateurs parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances, ils ne peuvent pas partir en week-end et ils se retrouvent considérés comme, montrés du doigt comme des gros consommateurs, peuvent un peu mal le vivre. Il y a un manque de moyens en ingénierie tarifaire pour les petites communes. Rappelons quand même, dans les organismes, et même si théoriquement ça doit se regrouper au niveau des EPCI en 2026, quand je vois peut-être que ça sera évoqué, les barrages des petites communes pour se regrouper, en tout cas, elles n'ont pas les moyens. Et puis, certainement des objectifs qui sont différents, notamment l'entretien des réseaux.
Et il y a un risque de confusion entre l'objectif social et environnemental. On rappelle une formule d'un économiste néerlandais, Tim Bergen, qui dit on ne peut pas avoir deux objectifs avec un même outil. Et là, vouloir avoir à la fois un objectif social et environnemental, on risque de louper l'objectif environnemental et l'objectif social. Voilà. Donc, est-ce qu'on clôt le débat? À notre avis, non, parce qu'on estime qu'on n'est pas en mesure de dire c'est bien, c'est pas bien. On a essayé de définir un certain nombre d'éléments. Ça reste une option envisageable de notre point de vue, si certaines conditions sont réunies. Il y a quelques facteurs favorables, des compteurs individuels à T-relève si possible, le regroupement des autorités organisatrices, l'accompagnement dans l'ingénierie tarifaire et des outils tels que les simulateurs. Et enfin, il faudra évaluer périodiquement le déploiement de la tarification progressive pour s'enrichir de l'expérience de l'ensemble des communes, quelle que soit leur diversité. J'arrive très rapidement, parce que le temps presse et je ne vois pas le temps passer. Donc, je ne reviens pas sur la préconisation des compteurs individuels. Vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est important de poser ce débat-là. On propose un plan et non pas une obligation, parce qu'on sait bien que ce n'est pas entendable. La communauté de communes de Bordeaux nous indiquait, ils ont fait une évaluation, il y aura un coût de 10 millions d'euros d'équiper l'ensemble des ménages de compteurs individuels. Donc on sait bien que ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais si on ne commence pas à avoir une démarche, si on ne commence pas à inciter les gens, à travailler avec les syndics, à travailler avec... on restera dans la même situation, on sera dans la même situation dans 10 ans. Donc là, ce sont vos 9 préconisations, voilà, c'est ça? J'en viens aux préconisations. Je m'arrêterai un peu plus précisément sur certaines. Le simulateur de tarification, on s'est rendu compte que certaines collectivités, beaucoup de collectivités passent par des organismes pour définir, parfois des opérateurs genre Suez, Veolia, SOR, ou des organismes qui vont les aider à monter la grille tarifaire qui, on le rappelle, est une prérogative de l'organisme de distribution de l'eau, donc les collectivités ou délégués. Et avoir un simulateur à disposition qui permette de rentrer certaines données, certaines caractéristiques de la commune, combien il y a d'abonnés, quelles sont les caractéristiques, quel est l'état du réseau, permettrait peut-être de les aider à construire le plus finement une tarification et peut-être une tarification qui évoluerait en fonction de différents paramètres. À peu près l'ensemble des intervenants qu'on a auditionnés, mis à part la FENARIF, mais on peut comprendre pourquoi, indiquent qu'effectivement la tarification dégressive de l'eau qui existe encore, sans qu'on soit d'ailleurs en capacité de savoir dans combien de communes c'est appliqué, ça existe encore. Donc ils nous disent, ben voilà, nous on propose de supprimer en mettant quand même un cap qui est d'ailleurs le cap fixé par le moins 10% du plan eau, qui est le 1er janvier 2030. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. La tarification dégressive, elle profite également aux hôpitaux, aux écoles, enfin des services d'intérêt général, à certaines entreprises dont le modèle économique peut être impacté. Donc il faut accompagner. D'ailleurs, le gouvernement vient de proposer un plan qui accompagne 50 entreprises pour diminuer leur consommation d'eau. Il y a des moyens aujourd'hui, les agences de l'eau ont un rôle à jouer dedans, à condition qu'on leur donne les moyens, qu'on leur laisse les moyens d'intervenir. Mais ça, c'est un débat qui va au-delà de notre avis, mais qu'on a perçu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va demander de plus en plus aux agences de l'eau. Et si leur modèle économique, si leur financement ne permet pas et n'est pas partagé, mais ça, c'est un débat qui ne m'appartient pas. Il faut accompagner la transition, en tout cas, pour ceux qui sont concernés. Et une préconisation qui a un lien direct avec la préconisation précédente, c'est on ne peut pas, souvent les gens disent on met en place une dégressivité parce que sinon il y aurait contournement, il y aurait un forage par l'entreprise. Voilà. Quand on a débattu avec les collectivités, ils nous ont dit mais oui, mais moi, l'autorisation est envoyée et demandée à la préfecture qui accorde l'autorisation et nous ne sommes pas au courant, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a un trou, qu'il y a un forage. On ne nous a pas consultés, donc on ne demande pas une double autorisation. On dit juste qu'il y ait de revoir la réglementation sur les forages pour qu'il y ait un avis de la commune, un avis écrit de la commune qui soit donné sur le forage, sur les forages. Bon, je rentrerai peut-être pas tellement en détail. Je crois que mon voisin va en parler plus précisément de la tarification saisonnière. Voilà, tarification saisonnière.
la loi, c'est permis par la loi LEMA depuis 2006, qui indique qu'en fonction sur les communes où il y a des restrictions d'eau, des problèmes d'eau sur certaines périodes de l'année, il est possible d'avoir une tarification différenciée, donc une tarification saisonnière qui va appliquer un tarif différent. Nous nous sommes essentiellement penchés sur les collectivités touristiques. Alors, je prendrai l'exemple de Fouesnant qu'on a. Communauté des communes de Fouesnant, c'est 30 000 personnes en hiver, 100 000 personnes en été. Rappelons que la loi ne permet pas d'avoir un tarif différencié pour les résidences secondaires et les résidences principales. Or, la prise en charge de l'ensemble de l'assainissement, des infrastructures, finalement reposait sur 30 000 personnes, alors qu'il y a 100 000 personnes en été. Donc, la commune, ça a commencé par deux communes, maintenant c'est à l'ensemble de la collectivité. Ils ont dit, ben voilà, une partie de la saison, ils ont fait un calcul, l'eau est 2 fois plus chère l'été que le reste du temps, ça met à contribution les campings, ça met à contribution les résidences secondaires, les hôtels, Ça paraît contre-intuitif. En 2022, à un jour près, Fouesnant n'avait plus d'eau, c'est en Bretagne, n'avait plus d'eau à donner. Et heureusement, il y a eu un orage le 15 août, à un jour près. Mais c'est essentiellement des communes touristiques, hein, vous me disiez, qui mettent ça en place. De ce qu'on a vu, mais nous, on a analysé et on a dit que ça peut se mettre en place partout. Il y a juste une contrainte, c'est le relevé du compteur avant et après, qui permet, du coup, Fouesnant a mis en place un peu à marche forcée des compteurs à télérelève, et les gens qui ne voulaient pas, c'est essentiellement comme de l'habitat individuel, hein. Les gens qui ne voulaient pas de compteur à télérelève, ils disaient vous n'êtes pas obligé, mais on va vous facturer le tarif fort le déplacement de la personne qui viendra compter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas analysé en détail. C'est pour ça que je ne rentrerai pas non plus. Et je finirai par, non j'en ai d'autres, déployer des démarches sobriété au sein des entreprises. La communication est importante. J'ai déjà indiqué, et ça c'est de nombreux rapports qui le disent depuis des années, s'il y a des données qui doivent remonter dans le réseau 6PA, donc de l'OFB, il faut que ça remonte. Aujourd'hui, il y a 50% des données qui remontent seulement, et elles sont très parcellaires, peu qualifiées. Mettre en place un accompagnement social dissocié de la tarification, il y a des problèmes, il faut aider les gens qui ont mais ce n'est pas par une tarification de l'eau qu'on aura une approche sociale. Il faut accompagner par d'autres dispositifs. Et enfin, et je finirai là-dessus, mais ça fait l'objet de nombreux commentaires de plein de personnes, c'est il va falloir qu'on anticipe l'augmentation inéluctable des tarifs de l'eau. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Plus on va économiser d'eau, vu le modèle économique de l'eau paye l'eau, plus l'eau va coûter cher parce qu'il faudra bien économiser. D'autant que ça coûte de plus en plus cher de faire de l'eau potable pour tout le monde. Oui. Mais ça, c'est un enjeu. On a saisi le SGPE en disant c'est à vous maintenant On a été reçu à Matignon par vous a dit il faut qu'on bosse là-dessus. Donc sous l'égide du SGPE, qui est une étude qui analyse les conséquences sociales, environnementales, économiques de cette augmentation. Voilà. Vous dites que ça coûte plus cher sur l'aspect qualitatif, hein, c'est ça, de faire de l'eau potable, c'est ça que vous vouliez dire? De faire de l'eau potable, ce qu'on nous a dit en tout cas, mais il y a des experts qui... D'aller chercher les résidus. Voilà, il y a de plus en plus de résidus, et encore maintenant les PFAS, c'est ça? Oui. Les PFAS. L'énergie coûte de plus en plus cher. Le réseau, il faut bien... Et vieillissant. Au rythme où on va, il faudrait deux siècles pour rénover. On l'a longuement évoqué hier, les enjeux de renouvellement des réseaux sont... Jean Ressola, il faut laisser la parole. Voilà. Allons-y. Merci en tout cas. On a, je crois, un contexte très large et une présentation très complète. Merci beaucoup de nous avoir livré vos résultats. On va donner la parole à Robert Médina de Toulouse Métropole. On en parle beaucoup de cette tarification saisonnière. Vous allez nous parler de ce choix. C'est peut-être presque un peu une révolution, mais vous êtes content de retrouver que c'est dans les préconisations finalement du CESE. Du CESE, ça conforte complètement notre projet qui sera mis en place normalement le 1er juin. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment et pourquoi. Si je peux... Ça va venir. Voilà. Donc, ça, c'est les débits mesurés en amont de Toulouse durant les étiages 2022-2023, qui montrent bien qu'à Toulouse, on a un problème
pendant la période d'étiage, entre le 1er juin et le 31 octobre, mais que le reste du temps, finalement, on a de l'eau et en quantité. Je pense que la Garonne, actuellement, doit tourner autour de 250 mètres cubes seconde, donc aucun problème d'alimentation en eau. Ça, c'est le soutien d'étiage 2023. Il est assez inquiétant. Ce sont les retenues d'eau des Pyrénées qui permettent de soutenir cet estiage. Et vous voyez qu'on est pratiquement arrivé au bout puisqu'on a consommé 61 millions de mètres cubes déstockés sur les 72 millions disponibles. C'est quand même, c'est quand même assez parlant. Donc c'est des seuils que vous n'aviez jamais connus jusqu'alors. En 2022, c'était pratiquement aussi important. Oui, absolument. Donc c'est des choses qui se renouvellent et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place cette tarification, entre autres. Donc évidemment, je ne vous reparlerai pas du plan d'action national pour une gestion résiliente, les 5 autres mesures qui ont été amenées par Emmanuel Macron fin mars 2023. À partir de là, nous avons commencé à travailler sur la tarification progressive. Et je repasserai très rapidement cette tarification progressive puisque M. Le Tridou a bien expliqué qu'elle n'était pas applicable partout, elle ne l'est pas à Toulouse. Nous avons défini 6 axes pour suivre la modernisation d'un réseau, pour aller vers plus de sobriété, réduire les consommations de la métropole et des communes membres, partager les enjeux et accompagner les consommateurs dans le chargement de pratiques, on y est, gérer l'eau autrement à l'échelle du territoire, développer des ressources alternatives, adapter les installations et anticiper les effets du changement climatique sur le volet eau. Voilà. La mise en place de d'une tarification incitative, et je pense que le mot incitatif est important, et effectivement je trouve dommage que l'on parle d'une tarification sociale alors qu'on essaye de trouver une solution pour avoir une tarification incitative. Ça ne peut pas aller l'un avec l'autre. Il y a effectivement des éléments, et je pense qu'à la fin de ma présentation je vous en parlerai aussi, qui permettent d'apporter une aide aux personnes qui sont dans le besoin sans toucher à la tarification. Voilà, l'avis du CESE, je n'y reviens pas. Et promouvoir la mise en place d'une tarification saisonnière, je passerai rapidement là-dessus. Notre ressource à nous, d'où provient la ressource? En France, c'est le 2/3 de la ressource, c'est des eaux souterraines, les nappes phréatiques et autres. Les eaux de surface, c'est 1/3. Nous, 99% de notre eau provient de la Garonne. Pourquoi mettre en place une tarification saisonnière? Pour évidemment obtenir une diminution de notre impact sur la ressource en eau, pour la solidarité aussi. Effectivement, Toulouse Métropole consomme très très peu puisque en période d'étiage, c'est moins de 1% du débit d'étiage qui est consommé par la métropole. Toutefois, nous devons tous faire un effort et je crois qu'on en est tous conscients aujourd'hui, quel que soit l'effort. C'est l'histoire du colibri qui va sauver la forêt en amenant un peu d'eau dans son bec. C'est pareil, chacun de nous doit faire cet effort. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans cette solidarité. Donc une solidarité entre les usagers du territoire, bien sûr, avec les autres usagers de la Garonne et aussi les agriculteurs qui, eux, ont besoin d'eau. Donc le petit effort que l'on fera les aidera aussi et permet une prise de conscience de la rareté de l'eau. Et c'est cette prise de conscience que l'on veut déclencher. Accompagné au changement de comportement, évidemment, il y aura une grosse communication en même temps que cette mise en place de la tarification progressive. Voilà, la proposition de novembre à mai, je vous l'ai dit. Donc on propose, puisque de novembre à mai, on n'a absolument aucun problème d'eau, sur Toulouse Métropole, on propose de baisser de 30% le tarif de l'eau et de juin à octobre, ou pendant la période d'étiage, on propose de l'augmenter de 42%. J'ai mis en premier les 30% de réduction parce que beaucoup, dans cette présentation, ne retiennent que les 42% d'augmentation. Voilà. Donc 30% à 42% par rapport au tarif actuel. Par rapport au tarif actuel. Dans l'impact financier d'une tarification sur un foyer de 3 personnes qui vit dans un appartement, par exemple, qui consomme de façon lissée toute l'année 120 mètres cubes d'eau, le surcoût en 2024 de cette tarification saisonnière, ce sera 0,60 €. Pour un foyer de 3 personnes qui consomme 250 mètres cubes, qui a un jardin, une piscine, la différence, en 2024, il y aura une augmentation de 83,40 €. Ceci, si effectivement il n'y a aucun effort par rapport à l'année précédente. Et nous, ce qu'on veut, c'est inciter à ce qu'il y ait un effort. Donc évidemment, on peut très bien équilibrer les factures, voire diminuer les factures si l'effort est fait.
Voilà, selon l'ADEME. Alors on nous a aussi dit, mais oui, vous comprenez, les gens qui n'ont pas de climatisation, qui n'ont pas de piscine, ils ont besoin de prendre beaucoup de douches pour se rafraîchir, c'est vrai. Donc on a fait une étude, on a regardé, selon l'ADEME, une douche rapide consomme entre 35 et 60 litres d'eau. Donc en supposant que l'on prenne une douche supplémentaire par personne par jour pendant 3 mois, soit 90 douches de 60 litres, évidemment on prend le maximum, la consommation supplémentaire serait de 5 mètres cubes. 5 mètres cubes, c'est 0,50 € par mois, c'est 6 € par an. La tarification saisonnière, donc deux dispositifs en faveur de la préservation de la ressource. La tarification, je ne reviendrai pas sur la tarification progressive ou très rapidement, c'est une tarification qui ne peut pas s'appliquer à Toulouse. Donc nous préférons la tarification saisonnière, pardon, je reviens en arrière ici. D'abord, pourquoi? Parce que la tarification saisonnière est aisée à mettre en œuvre, applicable immédiatement. Donc, nous l'appliquerons à partir du 1er juin de cette année. Les retours d'expérience sur la tarification progressive montrent, et c'est ce que j'ai dit, qu'elle ne peut pas être appliquée à Toulouse. Je vous rappelle qu'à Toulouse, 70% des habitats sont des habitats collectifs, avec un seul compteur en bas de l'habitat, donc on ne peut pas facturer. Et Montpellier, M. Lotridou l'a dit, a décidé de n'appliquer la tarification progressive que sur les habitats desservis par un compteur individuel. Donc une communication, il y a un élément qui est important, c'est que nous sommes en train de terminer la mise en place des compteurs individuels sur Toulouse Métropole et on a besoin évidemment de ces compteurs individuels. Aujourd'hui on a dépassé les 90% de mise en place, on devrait arriver avant le mois de juin au 100%. Évidemment sans ça, et M. Lotridou l'a bien précisé, on ne peut pas faire de tarification saisonnière. Donc ensuite, il y a une communication qui va être faite, il y a la mise en place de pratiques d'éco-gestes, c'est une communication qui est déjà en cours. Et ensuite, on va en parallèle distribuer 90 000 kits hydroéconomes qui peuvent permettre une économie de 30 à 50% d'après l'ADEME sur nos factures d'eau. Donc, donc, par exemple, sur 120 mètres cubes, c'est 36 mètres cubes économisés, 30%, et 36 mètres cubes à Toulouse Métropole, c'est 120 €. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je répondrai à vos questions tout à l'heure. Alors moi, j'en ai quelques petites oui, questions. Mais bien sûr. Est-ce que vous avez, parce que j'imagine pour définir tout ça, vous avez un objectif, vous visez un objectif en matière de baisse de consommation d'eau. On ne peut pas le quantifier à l'avance, mais quels sont les objectifs que vous visez aujourd'hui? Alors, Emmanuel Macron nous en a imposé un, c'est 10%. C'est 10% de prélèvement en moins. Donc, je pense que sur Toulouse Métropole, on fait absolument tout pour arriver à ces 10%. Et nous sommes déjà dans une économie, puisque l'an dernier, on a fait autour de 6% de prélèvement en moins dans la Garonne. C'est important, donc il ne manque plus que ces 4%. Quelles sont les mesures que l'on peut faire pour aller au-delà? C'est cette tarification saisonnière. Qu'est-ce que nous espérons avec cette tarification? C'est atteindre effectivement ces 10% et voire le dépasser. Mais c'est difficilement quantifiable. Bien sûr. Effectivement, il faudra du temps, le disait M. Lotridou, pour avoir du recul. C'est sûr, il faudra avoir du recul. En tout cas, elle est mise en place. Et un élément, c'est une tarification saisonnière qui est mise en place à partir du 1er juin, mais elle peut très bien évoluer vers une tarification progressive. Pourquoi pas? C'est un travail que nous allons effectuer avec ceux qui nous proposent la tarification progressive et on va voir si effectivement on pourrait en parallèle mettre avec cette tarification saisonnière une tarification progressive. Il y a un travail qui va continuer sur cette tarification pour arriver au meilleur évidemment. Non, la question, pardon, je me suis trompée, mais la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que les dates peuvent évoluer? Parce qu'on l'a vu, il y a eu l'année dernière la problématique de la sécheresse hivernale. Donc, est-ce que voilà, c'est gravé dans le marbre le 1er juin? C'est gravé. Quel est le calcul? On a dit que 7 mois à 30, 7 fois 30, ça fait 210. Et on s'est dit que 5 mois à 42, 5 fois 42, ça fait 210. On a essayé de trouver l'équilibre parfait. Donc, 1er juin, 31 octobre, c'est effectivement la période d'étiage, c'est la période la plus compliquée. On a eu des années où l'étiage a pu, ce problème a pu continuer jusqu'en janvier, mais je veux dire, on arrive à passer ce cap très facilement, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça risque d'être des bonnes dates dans toutes les configurations. Voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. On a eu 2 années très importantes de sécheresse. Est-ce que cette 3e année 2024 le sera autant? Est-ce que 2025 le sera autant? Évidemment, quand on voit la progression de la déstabilisation du climat, j'allais dire oui, je pense qu'il faut effectivement s'accrocher à ça et essayer de trouver des solutions pour avoir plus de sobriété. C'est ce que l'on recherche.
Dernière petite question, les détracteurs de ce système, enfin je ne sais pas s'il y a eu débat, ça serait intéressant d'ailleurs de le savoir, s'il y a eu beaucoup de débats, disent que le risque c'est un petit peu de faire porter les efforts uniquement sur une période et que le reste du temps les gens relâchent l'effort. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On n'a aucun problème. On a la chance d'être alimenté par la Garonne. Hmm. Sur la Garonne, on n'a aucun problème, normalement de novembre jusqu'à juin. Absolument aucun. Ça veut dire que toute l'eau qui coule de la Garonne, elle part à l'océan. Donc je crois que le conseil départemental est en train d'étudier des solutions de rétention d'eau pour pouvoir stocker l'hiver ce qu'on pourrait redistribuer l'été. Ce qui prouve bien qu'il n'y a aucun problème. Donc évidemment, on peut dépenser. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on capte dans la Garonne à peu près 2 mètres cubes seconde, on prélève dans la Garonne et on rejette autour de 1 mètre cube 50 secondes à la Garonne. Donc on dépense moins de 1% du débit d'étiage. C'est très très peu, moins de 0,5 mètres cubes seconde. C'est très peu. C'est très très peu. Si c'est important de le rappeler. 0,5 mètres cubes seconde dépensé entre novembre et décembre sur un fleuve qui coule des fois à 500 mètres cubes seconde, c'est rien du tout. Donc évidemment, on peut, même si on double notre consommation l'hiver, on ne va pas pénaliser énormément la Garonne dans cette période-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette Je vous en prie. présentation très complète. Alors Toulouse fait l'actualité avec ce choix, hein, ce changement. On en a beaucoup parlé. Tout le monde attend de connaître les effets, mais il y a déjà beaucoup d'autres expérimentations, d'autres choix tarifaires sur le territoire. On va revenir vers vous, Patrick Rescanière, sur une typologie de collectivités différentes, plus rurales. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le SME2A, ce qu'on Oui, pratique oui, aujourd'hui. c'est bien de Et poser. peut-être qu'on est moins avancé dans la réflexion, mais la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui, en particulier sur la tarification progressive. Donc déjà, vous dire ce qu'est le SME2A, en quelques mots. Donc le SME2A, c'est un établissement public à vocation industrielle et commerciale qui intervient en matière de production d'eau potable, de distribution d'eau potable, de gestion d'eau brute, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Donc si on applique les anciennes terminologies, je dirais qu'on est présent sur le grand cycle de l'eau, principalement sur le cycle domestique, mais au travers de notre action sur l'eau brute aussi, sur le reste de l'activité. Avec un service public local, si je dois définir les valeurs de ce syndicat, c'est un service de proximité, une véritable culture de service public avec un enjeu de continuité du service public, peut-être que j'en reparlerai tout à l'heure, et un enjeu sur la qualité de service. Donc l'Ariège, si je rentre un peu plus dans le détail, en matière de densité, c'est 6 habitants, si on prend mais le moins de densité, c'est 6 habitants par kilomètre carré en milieu rural, et on peut aller jusqu'à 95 habitants au kilomètre carré, plutôt sur un territoire urbain. Moi, je pense que ça a une incidence sur tout ce qu'on peut faire par ailleurs. 27 000 résidences secondaires. Donc on a 25% de résidences secondaires en Ariège, là où on a un indicateur national qui est plutôt à 10%. Donc une présence assez importante qui va expliquer un certain nombre de choses tout à l'heure sur le tarif. Et 2560 logements collectifs qui sont gérés principalement par un office public d'HLM, donc je dirais plutôt dans ces logements collectifs, plutôt du social. Voilà ce qui caractérise l'Ariège. Alors, vous verrez tout à l'heure, on dit que l'Ariège, c'est un département qui est excédentaire en eau. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai partout, hein. On a une multitude de patrimoines en matière d'eau potable, donc 761 captages, en particulier 358 unités de distribution, 4552 km de réseau. Je dirais qu'on a tout type de patrimoine. On commence à avoir un peu d'urbain, beaucoup de rural et des densités démographiques qui sont complètement différentes. En matière d'assainissement aussi, on a 980 km de réseau, 145 stations d'épuration et une unité de compostage pour traiter nos boues issues des stations d'épuration. Et ensuite, voilà, le SME2A, alors je ne dirais pas que ça fait partie de son patrimoine. On est gestionnaire du barrage de Montbel et du barrage de Fillette. Donc le barrage de Montbel, qui est un cours d'eau qui s'appelle l'Ers, et Fillette, qui est un cours d'eau qui est la Rise. Voilà, donc on est amené à exploiter ces barrages
pour le compte d'institutions interdépartementales. Donc 252 communes, dont 32 qui sont en Haute-Garonne, 75 000 abonnés en matière d'eau potable, 289 communes en matière d'assainissement, et presque 51 000 abonnés en matière d'assainissement collectif. Voilà, ça c'est pour le syndicat, sa présentation générale. Sur les rendements de réseau, je pense que c'est important de le dire et de ne pas cacher les chiffres qui sont les nôtres. On a un rendement global à l'échelle du syndicat qui est de l'ordre de 61%, avec souvent deux réalités. Des rendements très faibles en secteur de montagne, puisqu'on peut être au-dessus de 40%, mais souvent autour de 45%, et des rendements plus corrects, je vais dire, en secteur urbain, là où on a nos plus grosses usines, là où aussi l'eau est la plus chère finalement à produire, et parfois peut-être aussi la plus compliquée à prélever. Donc là, on est plutôt sur des rendements qui sont de l'ordre de 84%. Je dirais que c'est la grande échelle. Voilà, avec deux réalités qui sont complètement différentes. Des contraintes et des problématiques différentes. La consommation moyenne de notre syndicat, donc par point de comptage, elle est de 70 mètres cubes en matière d'eau. Elle est à 66 mètres cubes en matière d'assainissement. Donc en chute, puisqu'on a moins 4% sur l'eau potable et presque moins 6% en matière d'assainissement. Ce qui est intéressant dans cette donnée-là, c'est qu'on s'aperçoit que là où on a le plus de baisse de consommation, c'est sur des usagers où on a à la fois l'eau et l'assainissement. Ce qui voudrait dire, par une interprétation peut-être un peu trop simple, que quand même le tarif il a un effet dissuasif, puisque ce n'est pas la même chose d'avoir une facture avec seulement l'eau potable et avec l'eau plus l'assainissement. Voilà. Donc on a une analyse plus fine de ça et c'est assez marqué et ça marque l'effet dissuasif du tarif finalement. Du symbole du chiffre qui apparaît. Voilà, ensuite on a un autre indicateur qui est celui du prélèvement. Donc on avait en 2022 6 754 000 mètres cubes qui étaient prélevés pour faire fonctionner nos usines. En 2023, on en a 6 461 000 mètres cubes, ce qui veut dire que là aussi on constate une baisse des consommations. Alors si je reviens en arrière, ici baisse des consommations assez caractérisée. Là je dirais que quand on regarde celui-là, indicateur, on se dit aussi, vous savez, il y a des effets par rapport au climat, notamment sur la période estivale. Est-ce qu'il pleut beaucoup? Est-ce qu'on a un été chaud, pardon? Ça a une grosse incidence finalement sur les consommations. Et celui-là, on le regarde parce qu'on sait qu'on a eu une année 2023 quand même qui était au moins pendant l'été un peu plus pluvieuse. Le modèle tarifaire du SMDA, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on était sur en matière d'image, c'est vrai qu'on est sur un département qui est excédentaire en matière d'eau, mais qui a un véritable tarif. Voilà. Donc le tarif, il est celui-là. Moi, je trouve que c'est important de le dire. C'est en matière d'eau potable, on a un tarif TTC au mètre cube qui est de 2,71 €, le mètre cube en TTC. Et en matière d'assainissement, à 2,79 € TTC le mètre cube, avec, vous voyez, une part fixe en eau qui est de 69 € et une part fixe annuelle en assainissement qui est de 75 €. Moi, une part fixe que je considère relativement élevée. Élevée par rapport à la moyenne. Voilà. Cette année, donc en 2024, on a augmenté nos tarifs de 4,8%. Je dirais sensiblement à part égale entre la part fixe et la part variable. Alors vous allez peut-être y venir, peut-être que j'anticipe, mais pourquoi une part fixe justement aussi élevée? Je vais y venir. Voilà, alors je vous laisse y aller. Voilà, juste dire qu'on a déjà activé aussi cette marge de manœuvre sur les tarifs au cours des dernières années. Donc notre pratique tarifaire actuelle, elle est la suivante, un tarif unique. Donc on a un tarif unique en matière d'eau et un tarif unique en matière d'assainissement sur le territoire syndical. Ça, c'est une volonté forte de nos élus, avec voilà, la volonté d'exprimer une forme de solidarité territoriale, puisque vous avez vu les caractéristiques du département. Bien sûr que
Pour certains secteurs géographiques, on a des usagers qui vont payer l'eau plus cher, je dirais, que ce qu'elle coûte. Et l'inverse est vrai, en particulier sur des secteurs très ruraux. Une part fixe que je considère comme relativement élevée, puisqu'elle est là comme une contribution finalement des résidents secondaires. Voilà, nos élus considèrent qu'il doit y avoir une forme de ticket d'entrée au service de l'eau et que voilà, il faut faire contribuer le gros pourcentage de résidents secondaires que l'on a sur le département, notamment parce que ces résidents secondaires, on les a souvent sur le secteur très rural et que c'est là où le service est difficile à apporter. Je dirais qu'il est difficile à apporter, la permanence de service, ça peut être difficile à apporter. Et c'est là aussi où on a des investissements conséquents à faire avec peu de densité démographique. Parce qu'il y a beaucoup de linéaires et quand il faut le remplacer, ça coûte très cher. C'est ça. Ensuite, bon, je dirais que la contrainte qui est la mienne, c'est qui est l'expression d'une forme d'égalité de traitement. C'est-à-dire, ça s'exprime au travers du tarif unique et au travers des résidents secondaires, et que chacun contribue au service. Après, on a une règle qui est importante à rappeler, c'est qu'on applique une part fixe par unité d'habitation. C'est-à-dire que quand on a un immeuble collectif, même s'il n'est pas individualisé, mais on va compter le nombre de logements et on va appliquer une part fixe par logement. Chacun. Voilà. Ce qui n'est pas sans incidence sur les factures des logements collectifs. Et ensuite, je dirais qu'on a toujours un point de vigilance, c'est cette part fixe qui fait peser une contrainte finalement, on le verra tout à l'heure, sur les petits consommateurs et qui peut effacer parfois sur la facture de l'usager les baisses de consommation. Donc le projet, alors là je rentre plus dans la tarification progressive. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'on a en projet. On a une commande politique d'aller vers de la tarification progressive, dissuasive au niveau des consommations. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un amortisseur social pour ne pas aller chercher les familles nombreuses. Donc on est parti sur l'idée d'un chèque eau de manière relativement classique, je dirais. On se heurte à une difficulté. Les habitats collectifs qui sont non dotés de compteurs individuels, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas partout des individualisations. En particulier sur les logements collectifs HLM. On travaille avec l'Office public d'HLM, mais on a encore des bâtiments qui ne sont pas individualisés. Et ensuite, voilà, de mûrir vraiment ce projet politique, puisqu'on va voir en déroulant la présentation qu'on se pose de véritables questions aujourd'hui sur cette tarification progressive et sur la réalité de son effet dissuasif. Voilà, juste pour ne pas parler que de tarifs, en Ariège, on a commencé sur la baisse des consommations par se dire qu'il fallait expliquer un peu aux populations ce qui était en train de se passer et la nécessaire sobriété qui doit conduire à un changement de comportement. Donc ça a été dit tout à l'heure, mais ce qui est important, donc on a lancé une démarche qui s'appelle Eau Ariège. Et on s'est dit que cette démarche Eau Ariège ne pouvait pas concerner que la consommation domestique de l'eau. Donc on essaie de mettre autour de la table des syndicats comme le SMDA, des syndicats d'eau et d'assainissement, le conseil départemental, des syndicats de rivière, la chambre d'agriculture, la CCI depuis peu, je dirais aussi des syndicats de rivière. Voilà tout ce que sont les usagers finalement de l'eau au sens rivière du terme. Donc on mène des actions de sobriété. On essaie de vulgariser, de partager cette information, d'informer et de sensibiliser le public, en particulier le jeune public. On a de très bons résultats sur le milieu scolaire. Voilà. Donc c'est de susciter une véritable éco-citoyenneté de l'eau. Je dirais qu'on a commencé par là. Voilà, donc alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est par exemple la semaine dernière la journée mondiale de l'eau, où on ouvre des installations, on fait visiter des installations, on explique le cycle de l'eau finalement, et en soirée, un véritable débat sur ce que doit être le sujet de la sobriété et du partage de l'eau. Voilà, donc avec des débats qui peuvent être animés. très animés. Ouais.
Voilà. Donc je reviens sur la baisse des consommations. Juste dire qu'aujourd'hui, on enregistre, faire une hypothèse. Dans notre matrice budgétaire, et là vraiment je rentre dans le détail de la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui et l'équation qu'on a du mal à résoudre. Donc aujourd'hui, notre matrice budgétaire 2024, c'est 82 000 par fixe en matière d'eau, c'est 5 872 000 mètres cubes sur l'usage domestique et c'est 549 863 mètres cubes sur des usages agricoles et industriels, avec la limite qu'on a pu dire tout à l'heure, ce que l'on identifie comme des usages industriels et agricoles. Vraisemblablement, on a une partie des usages domestiques où on a ce type d'usage aussi qui se noie un peu dans la masse. Donc aujourd'hui, si on fait l'hypothèse réelle, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'une baisse de consommation de 5%, cela veut dire qu'on a un impact budgétaire de 460 000 euros. Donc l'état de nos réflexions, c'est aujourd'hui de se dire, ce qui est sécurisant pour un directeur de syndicat, c'est se dire j'augmente la part fixe. Voilà, donc je peux augmenter, pour compenser cette baisse de moyens financiers, je peux augmenter ma part fixe de 6 euros. Voilà, là je suis certain d'avoir cette compensation. Simplement, lorsqu'on simule une facture de 120 mètres cubes avec ce standard-là, on serait sur une facture de 121 euros TTC. Donc une augmentation de l'ordre de 5,6% de la facture de l'usager, qui a un usage modéré de l'eau. Alors sur une voit facture le de gros 120 consommateur, mètres, le gros consommateur serait quelque part favorisé. avec par, une augmentation plus facile à absorber, quoi. Voilà. Donc une contrainte pour les petits consommateurs. Si j'augmente la part variable, bien sûr que je contrains le gros consommateur, mais je dirais que quand je fais ça, j'ai du mal à faire la part des choses entre, entre baisse de consommation et augmentation de la part variable, et savoir finalement qu'est-ce que je vais avoir comme recette à la fin de l'année. Voilà, juste dans notre analyse, je dirais que ça, ce sont les tranches de consommation que l'on peut avoir. Hein. Donc là, on voit clairement que sur les grosses consommations, mais je dirais qu'on n'a pas le même effet volume en appliquant cette augmentation sur l'ensemble de la part variable et en ne l'appliquant que sur les gros consommateurs. On voit notamment qu'à partir d'au-dessus de 80 mètres cubes, là on a un décrochage du volume global de consommation. Donc en fait, quand je vous montre ce graphique, on se dit voilà, où est-ce qu'on doit situer notre part de progressivité quelque part. Voilà, en conclusion, moi ce que je dis, c'est qu'actuellement on a une approche qui est très solidaire, avec un tarif unique pour le même service rendu aux usagers, qu'on a une structure tarifaire qui nous paraît cohérente avec la typologie de l'habitat sur ce territoire, qu'on a une démarche qui est beaucoup plus globale en cours pour tendre vers la sobriété. Voilà, et au regard des enjeux que vous avez rappelés, qu'on a une baisse nécessaire quand même des consommations, qu'on nie pas. Voilà. Mais qu'on a un nouvel équilibre économique à trouver et qui n'est pas évident au regard des enjeux que l'on peut avoir en matière d'investissement. On a parlé tout à l'heure, on est devant, je dirais, un mur d'investissement, comme tous les syndicats d'eau potable et d'assainissement. Donc pour vous donner un chiffre, cette année on a investi 28 millions d'euros sur le patrimoine du SMDA. Tout cela, on l'a fait avec un autofinancement qui est de l'ordre de 5 millions d'euros. Moi, ce que je crains dans ces démarches-là, c'est qu'on se prive de certains moyens pour pouvoir mener l'ambition qui est la nôtre, mais d'investir sur notre patrimoine. Et c'est toute la difficulté de la question qu'on a longuement évoquée hier. En tout cas, merci pour ces chiffres qui étaient très clairs et qui permettent de comprendre la complexité des réflexions que vous menez. On va venir vers vous, Laetitia Couder. Justement, la donnée, c'est un point important que vous travaillez beaucoup. Et on va partir du côté de Brive. Expliquez-nous ce que vous avez mis en place pour que la donnée soit au service de solutions adaptées. Oui, tout à fait. Donc, Laetitia Couder, je suis chef de projet au LIR, un centre d'innovation du groupe Suez, et on accompagne
depuis maintenant désormais plus de 2 ans l'agglo de Brive dans la baisse de ses consommations. L'agglomération avait des objectifs très ambitieux de baisse des prélèvements sur la ressource auxquels on a répondu. Et dans ces objectifs, donc il y a une partie qui est sur les métiers plutôt très traditionnels du groupe. Comment on optimise le rendement de réseau, les rendements d'usine, comment on fait de la réutilisation des eaux usées traitées sur le territoire, mais également comment on accompagne ces usagers à baisser leur consommation au quotidien. Et pour les accompagner, il faut d'abord les connaître et les comprendre. Et du coup, en 2022, comme tout le monde, on a connu la première grande sécheresse. Et du coup, les premières actions qu'on a lancées, distribution de kits hydroéconomes, campagne de SMS, de communication incitative à la baisse des consos, sur les volumes livrés au réseau, les premiers constats, ils sont un peu dramatiques. Rien ne se passe, on est sur la même tendance que d'habitude. Et on se dit que du coup, on va mobiliser des moyens. Et c'est comme ça qu'on a fait de l'agglo de Brive, en fait, notre laboratoire des économies d'eau. On l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure, on a besoin de chiffres, on a besoin de comprendre pour mieux prévoir, on a besoin de savoir quelles actions mener pour savoir combien ça va rapporter et comment derrière on va établir un modèle économique qui tient la route parce qu'on sait à peu près où on va. Et donc on a défini un grand programme d'action qu'on a fait sur mesure pour le territoire et qui nous a bien occupés dans la compréhension du coup de ce qu'on allait pouvoir déployer sur ce territoire. Et notre objectif in fine, c'est d'aller mesurer de manière un peu scientifique les résultats des différents dispositifs qu'on a menés pour pouvoir sélectionner les meilleurs moyens, mais aussi prévoir et objectiver où est-ce qu'on va. Et donc ce projet il fait l'objet d'un soutien de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et également d'un trophée économie d'eau de la FNCCR qui nous a été remis fin d'année dernière. Donc je vais vous détailler un peu les grandes étapes de ce projet. Donc la première, c'est de comprendre. Donc on a fait le portrait des consommations et de ses usagers. Et là, on est en plein milieu de la phase d'action. Donc on en a lancé une grande partie l'an dernier. On poursuit cette année. Et viendra ensuite le temps de l'évaluation de ces différents dispositifs. Donc à Brive, on est sur une consommation qui est majoritairement portée par des usagers particuliers. On a 60% de particuliers, donc hors syndicats de copropriété et compteurs collectifs qu'on a évoqués à plusieurs reprises. Et du coup, on a une segmentation avec une bonne part d'usagers avec des consos entre 0 et 50, mais on a aussi une part d'usagers particuliers où se cachent peut-être effectivement aussi de nombreux commerçants qui dépassent les 200 mètres cubes par an et chez qui on imagine qu'il y a aussi peut-être un peu plus de levier à aller chercher que d'autres. Et on a aussi quelques industriels un peu conséquents, mais qui mènent aussi des démarches un peu globales de sobriété au sein de leurs entreprises et que du coup, on ne va pas accompagner spécifiquement dans ce programme puisqu'on a fait le choix de se focaliser sur les usagers domestiques. Donc pour aller un peu plus loin dans la compréhension des consommations, on a croisé en fait les données de consommation avec différentes données publiques, les données de l'INSEE qui nous ont permis de corréler en fait certaines caractéristiques des communes à des niveaux de consommation et ce qui a mis en exergue la composition des ménages, la typologie de l'habitat, certaines CSP comme étant corrélées à des consommations plus fortes sur certaines communes. Donc ce n'est pas pointé de manière individuelle, donc on ne dit pas qu'effectivement les usagers avec des CSP moins sont moins consommateurs que d'autres. On dit juste que dans les communes où se situe le plus grand nombre de CSP+, on va avoir des niveaux de consommation plus élevés. Ce qui est quand même un facteur assez indicatif, mais qui reste à la maille soit de la commune, soit du quartier, mais jamais plus fine, puisque là, on est sur de la donnée collective. Et donc, pour aller plus loin, on a mené une grande enquête auprès des habitants, qui nous a permis du coup d'aller plus loin et que je vais vous détailler ensuite. Et l'an dernier, on a fait un petit focus aussi pour s'expliquer un peu ces volumes livrés au réseau qui n'avaient pas bougé, qui nous inquiétaient malgré les différents signaux qu'on avait envoyés aux usagers. Et le constat, quand on est rentré un peu plus finement dans la donnée de facturation en fin d'année, c'est qu'il y avait un grand nombre de particuliers, 44%, qui avaient fait des efforts de baisse de conso, qui avaient été attentifs à nos messages et à la communication de la collectivité. Ils avaient tous baissé en moyenne de 28 mètres cubes leur conso, on était plutôt contents. Mais tout ça, ça a été masqué en fait par une plus petite part de particuliers, mais qui eux ont beaucoup dérivé. Donc on peut imaginer des arrosages abondants, des piscines qui ont été beaucoup plus remplies et qui sont beaucoup plus évaporées et qui sont venus complètement camoufler les efforts des autres. Du coup, ça nous donne libre cours à penser à toutes les actions futures qu'il va falloir faire pour aller chercher ces fameux 44%. Donc pour compléter cette première étude un peu macro à l'échelle des communes, donc je vous disais qu'on a adressé une enquête à tous ces usagers.
Et on les a interrogés sur les gestes hydroéconomes qui étaient pratiqués, sur la composition de leur foyer, sur les équipements dont ils disposaient. Et c'est peut-être aussi les équipements, des leviers pour aller aider les personnes en HLM, notamment à baisser leur consommation quand c'est incompressible. Et on a étudié en fait leur perception de l'eau sur le territoire. Donc à Brive, on a une personne sur 2 qui ne sait pas d'où provient l'eau qui coule à son robinet, mais aussi une personne sur 2 qui pense qu'elle est très abondante. Donc seulement une personne sur 2 qui sait qu'elle est rare. Et voilà, un certain nombre d'informations qui vont nous aider derrière à construire et à les accompagner dans la sobriété dans le cadre de programmes d'action. Et on leur a demandé en dernier lieu l'autorisation de croiser les réponses à leurs questionnaires et leur consommation historique. Ce qui nous a permis, donc en complément de l'info un peu générale du 73 mètres cubes de consommation médiane sur le territoire, différents chiffres. Donc à Brive, le fait de posséder une piscine, c'est environ 23 mètres cubes de plus par an. Le fait de disposer d'un jardin, c'est 6. Et le fait qui est peut-être plus marquant pour nous qui sommes des spécialistes du comportement et de la sociologie des usagers, c'est que le fait de penser que la ressource est abondante sur son territoire, c'est 5 mètres cubes de consommation en moyenne de plus par an. Ce qui nous laisse à penser qu'on a quand même 2 jolis leviers devant nous pour les accompagner à baisser leur conso. Et c'est tous ces enseignements en fait qu'on va mobiliser et qui nous permettent ensuite d'adresser le territoire de la meilleure façon possible. Donc ce croisement de données nous a permis également de construire un référentiel des consommations domestiques d'eau potable. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de tarification, de comment on définit des seuils, de comment on construit une tarification progressive et efficace. Notre conviction à nous, c'est que d'établir ce genre d'enquête et ce genre d'études en amont, ça permet aussi de positionner le contexte, de faire des personae, de mesurer des vrais impacts sur les factures en fonction de niveau de revenus d'une part, mais aussi de la composition des foyers, des équipements, d'aller pénaliser finalement les vrais usages qu'on a envie de faire payer et pas justement ces familles nombreuses. Ceux qui ne sont pas vitaux. Voilà, tout à fait. De définir donc de manière un peu plus objective les besoins de confort et les usages de confort de l'eau. Ceci étant dit, dans les ateliers citoyens qu'on a pu faire avec les usagers, on a aussi de nombreux usagers brivistes qui nous ont dit que les restrictions d'eau, avant tout, elles les avaient pénalisés sur leur garde-manger, parce qu'elles avaient arrêté d'arroser leur potager. Et ça, c'est d'autres enjeux peut-être un peu plus globaux qui sont à prendre en compte dans ce type d'analyse. C'est que dans les 109 mètres cubes de la maison et de la famille nombreuse, il y a peut-être un potager aussi. Et que de cultiver bio dans son jardin, c'est peut-être tout aussi important que d'autres usages. Donc comme je le disais, tous ces enseignements, nous, ils nous ont aidés à construire et à chercher à atteindre notre objectif d'économie d'eau dans l'accompagnement des usagers. Et donc on a construit 7 dispositifs qu'on a déployés sur des panels d'usagers. Donc on distribue aujourd'hui, comme de nombreuses collectivités, des kits hydroéconomes avec des messages incitatifs. On distribue également des pommeaux de douche Hydrao qui ont une double fonction incitative à la réduction du temps de douche, mais également un limiteur de débit assez performant. On les pose à domicile chez un autre panel d'usagers. On a co-construit avec eux le kit de la douche responsable. On est en train de leur mettre à disposition là, une application de coaching qui est reliée au compteur télérelevé du territoire et qui va leur permettre de se situer du coup, dans leur consommation par rapport à d'autres usagers et de mesurer la performance de certains usages au sein de leur domicile. On a déployé un partenariat avec le bailleur principal local pour faire de la médiation et de la plomberie solidaire dans les logements collectifs. Et enfin, en dernier lieu, cette année, on mesurera, on l'espère, le cumul de tous ces dispositifs sur une commune préciblée en amont où on va concentrer tous ces dispositifs auprès d'une même population pour mesurer à quel point les effets sécrètent les uns les autres et le maximum d'économie d'eau qu'on peut envisager en y mettant beaucoup de moyens. Donc voilà pour la phase d'action qui est en cours. Et donc, nous, en tant que sociologues, économistes comportementales, ce qu'on trouve le plus intéressant, en fait, c'est de co-construire avec eux, de co-construire des dispositifs qui soient adaptés à leur territoire, à leurs enjeux, à leurs référentiels, à leur perception de l'eau. Et donc, pour cela, nous, on a travaillé plusieurs ateliers citoyens pour les embarquer avec nous, pour imaginer, pour co-construire, pour ensuite leur retransmettre et les faire déployer sur leur territoire des dispositifs donc basés sur les sciences comportementales. Et ce qui nous a amené donc à déployer ce kit de la chorégraphie de la douche, un peu basé sur les slogans de l'énergie, avec un 4 temps,
Je récupère l'eau froide, je la réutilise dans mon jardin ou dans mon potager. Je coupe et je réduis mon temps de douche et aujourd'hui c'est un kit qui est plutôt satisfaisant. Et donc je vais passer sur la phase d'évaluation, donc qui a en partie commencé et qui portera ses fruits de manière exhaustive en fin d'année, une fois qu'on aura suffisamment de recul sur l'adoption et l'acceptabilité des différents dispositifs par les usagers. Et donc on fait des campagnes d'évaluation quantitative. Donc l'idée c'est d'aller mesurer l'impact sur les volumes, mais également d'aller mesurer l'acceptabilité et l'appropriation par les usagers pour être sûr d'avoir construit des dispositifs qui soient adoptés par le plus grand nombre et qui soient le plus efficaces possible. Pour la méthode scientifique d'évaluation, on s'est basé sur une méthode qui est issue des tests médicamenteux. Donc on a fait des panels représentatifs de la population qui ont été choisis de manière aléatoire. Donc on a un panel par dispositif et on a un panel de contrôle qui va nous permettre dans l'évaluation de mettre de côté en fait tous les effets climatiques, gouvernementaux et généraux qui viennent impacter les panels témoins et de pouvoir mesurer uniquement l'effet du dispositif in fine chez les usagers et son efficacité réelle. Et puis en parallèle, j'ai quelques premiers grands chiffres aujourd'hui de résultats. Aujourd'hui, on a environ 10% des abonnés qui se déplacent pour aller chercher les kits hydroéconomes. Mais ce chiffre, pour l'instant, il se perpétue dans le temps. C'est-à-dire qu'on a 10% qui sont venus en 2022, mais on a aussi à nouveau 10% qui sont venus en 2023. Donc on va poursuivre ces campagnes. Sur les pommeaux de douche Hydrao, on est plutôt à 30% de taux de retrait parmi le panel sélectionné, avec un niveau de satisfaction qui est très élevé. Et sur le taux de pose, par exemple, du kit incitatif à la douche responsable, aujourd'hui, on a 62% qui ont déclaré l'avoir posé à leur domicile. Donc on imagine que c'est plutôt efficace pour un dispositif de communication. Et nos premiers grands enseignements et notre retour d'expérience à date, parce qu'on mène des démarches aussi un peu similaires côté déchets, dans l'accompagnement des gestes de tri, etc., c'est que la nécessité de connaître le territoire, ses usagers, d'avoir des bases de données clients qui soient bien qualifiées et de prendre le temps de la compréhension avant de se mettre dans l'action est vraiment très important. Que la mobilisation citoyenne et territoriale, elle facilite grandement toutes ces démarches et leur efficacité. Et qu'aujourd'hui, la combinaison de leviers techniques et comportementaux nous paraît une évidence en fait, pour accompagner les territoires. Désormais, on ne peut plus se satisfaire de l'un ou de l'autre, mais la combinaison des deux est vraiment importante. Et la prise de recul sur l'analyse de l'efficacité, de l'appropriation, elle est nécessaire. Donc pour nous, en tant qu'opérateurs privés, mais également pour l'accompagnement des collectivités et la projection sur les modèles économiques à long terme des côtés collectivités, elle nous paraît très, très importante. Merci, c'est très intéressant et éclairant et je pense que beaucoup en tirent des enseignements. Est-ce qu'il y a encore, vous êtes rentré dans le détail, mais il y a encore des données qui vous manquent pour aller plus loin, pour raffiner encore la connaissance? Je pensais aux données peut-être de composition des foyers, des choses comme ça, qui seraient peut-être des outils faciles à lever en fait, si on en avait tout simplement ces infos. On est censé avoir le droit de les récupérer, c'est effectivement pas un fait aujourd'hui. C'est quoi? C'est avec la CAF, hein, c'est ça? Oui, il y a des possibilités de partenariat avec des institutions en théorie, mais selon les territoires, c'est plus ou moins aisé. Et puis nous sommes un opérateur privé, donc on est encore dans un statut différent de récolte d'informations. Puis on a toutes ces notions de RGPD aussi qui contraignent le projet, mais aussi les collectivités dans le quotidien. Mais oui, ces informations, aujourd'hui, nous on les récupère sur du déclaratif dans le cadre d'une enquête. Donc c'est forcément biaisé puisque tout le monde ne répond pas. Mais ça nous permet d'avoir un premier regard qui pourrait être bien sûr bien meilleur si on avait la donnée exhaustive. Ça serait utile en tout cas. Merci beaucoup. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette approche sociologique du sujet et pas juste, ce qui est déjà très important, mais technique, mathématique? Dans quelle mesure ça peut enrichir vos propositions, messieurs? D'avoir plus de... Je ne sais pas si ça pourrait être dupliqué dans d'autres villes, dans d'autres territoires. Tout ce qui est portrait de conso, enquête sociologique, aujourd'hui, c'est des prestations qu'on peut proposer. Même à plus large échelle. À plus large échelle. Aujourd'hui, on est sollicité dans le cadre des schémas directeurs, notamment. Ça vous serait utile? Non, c'est bon. Qui vous voulez? Alors, je prends. Oui, par rapport à ces données, effectivement, c'est des choses qui sont très difficiles à avoir. Et M. Le Tridou me le disait là, à l'instant. Par exemple, pour l'habitat, quelle est la composition des foyers?
21% des foyers sur Toulouse habitent là depuis 2 ans et ne seront pas là peut-être l'année prochaine. Donc on va récupérer les données et quand on aura toutes les données, elles seront fausses parce qu'ils auront été remplacés. C'est excessivement compliqué d'avoir tous les éléments de façon à pouvoir par exemple faire une facturation. Quand on a un compteur collectif en bas d'un immeuble, faire une facturation en fonction du nombre de personnes dans le foyer, c'est pas possible non plus, puisque ça change sans arrêt. Bien sûr. Voilà. Et tout Vous voulez répondre ? Pour autant, les services de l'enfance, cantines, périscolaires sont souvent basés sur des quotients familiaux qui prennent en compte et les niveaux de revenus et les familles, mais c'est aujourd'hui des données qui sont accessibles pour les services de l'enfance, mais pas pour les services de l'eau. C'est vrai, oui, mais c'est une vraie question. Allez-y, monsieur Lotridou et monsieur Rescagnères, si vous souhaitez. Oui. Et de ce qu'on nous a dit, il y a un décret qui doit paraître depuis des années, qui n'est toujours pas apparu, qui permettrait aux offices de l'eau, enfin aux organismes de l'eau, d'avoir accès aux données de la CNAF, mais il y a un tir de barrage de la CNAF pour ce décret, donc ça fait des années, il ne paraît pas. Et puis ce qu'on nous a dit également, c'est compliqué de suivre sur le long terme. Par exemple, un enfant peut être allé, je ne sais pas où il a... Un enfant de Muret peut être allé faire ses études à Toulouse, être toujours considéré comme dans le foyer alors qu'il n'est plus là. Enfin, c'est très compliqué de suivre, même dans les petits villages, d'être précis. Ouais. Tout à fait. Monsieur Rescagnères, vous vouliez commenter ? Je dirais juste qu'il y a à la fois collecter cette donnée, puisque c'est sûr qu'une tarification la plus juste, elle devrait prendre en compte la composition et le revenu de la famille. Il y a avoir la disponibilité de la donnée et être en capacité, nous, après, de la retraiter dans nos bases de données. C'est ce que vous essayez de faire. Il y a les deux sujets. Oui. L'avoir disponible, pouvoir l'injecter dans nos bases de données pour, je dirais, appliquer une véritable tarification égalitaire. C'est notre problématique. Laetitia Couder et monsieur Lotridou. Oui, peut-être pour compléter, c'est quel coût de gestion associé à cette donnée. Voilà. Parce que, en tant qu'exploitant de Dunkerque, on sait aussi que cette donnée elle est traitée manuellement aujourd'hui, parce que c'est pas automatisable. La personne qui perçoit la CMU ou la CMUC, je ne sais plus, n'est pas forcément la personne titulaire de l'abonnement d'eau potable. Donc après, il faut faire des liens qui ne sont pas toujours simples. Non, mais c'est pas la panacée, la donnée. Encore faut-il pouvoir la traiter, avoir des services qui sont en capacité. Vous vouliez répondre, monsieur Lotridou ? Oui, enfin, moi, plus globalement, je trouve que c'est une expérience particulièrement intéressante, mais ça montre la complexité de définir, de mettre en œuvre le travail que ça demande. Et moi, je mets ça en lumière avec tous les petits organismes de distribution de l'eau. Parfois, on nous a dit c'est 150 maisons, 3 fermes dans certains endroits, plus les réseaux à entretenir de façon évidente. Enfin, ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre. Donc, et je ne parle même pas de l'assainissement. Enfin, c'est vraiment complexe. Ça montre bien la nécessité qu'il y a de travailler d'avoir un maximum de données. C'est ce qui nous a conduit à proposer un simulateur pour accompagner au mieux les gens, pour leur permettre, mais on voit bien, le travail de sociologue, il ne pourra pas être en œuvre dans l'ensemble des... On dit qu'il y a 11 000, un peu plus de 11 000 opérateurs, enfin, oui. Voilà. La question du tarif, parce que vous disiez tout à l'heure que le but de changer de tarification, c'est de viser une plus grande sobriété, c'est le titre de cette thématique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet punitif avec la question des tarifs aussi ? On dit toujours qu'augmenter ou changer les prix de l'eau, les gens ne comprennent pas, la difficulté de la facture. Il y a un effet un peu punitif. Est-ce que pour atteindre la sobriété, l'enjeu, c'est pas la communication, comme on l'a vu, et d'apprendre aux gens d'où vient l'eau, est-ce que notre ressource est rare ou pas, est-ce que c'est pas ça l'enjeu ? Après, il y a un autre enjeu financier, on l'a bien compris hier avec le mur d'investissement qui nous attend, mais c'est une autre question. Moi, je considère que c'est l'un et l'autre. D'accord. Puisque l'expérience ariégeoise, c'est au Ariège, et se dire qu'on peut arriver par de la communication à faire baisser les consommations, mais c'est aussi, vous savez, il y a certains endroits en Ariège où on a installé des compteurs il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que l'expérience de cette installation de compteurs, parfois on était en difficulté pour apporter le volume d'eau sur ces villages-là. À partir du moment où on a mis un compteur, on était plutôt en difficulté. Il y a un effet quand même dissuasif du prix qu'on ne peut pas cacher quand même. Alors je pense que ça ne peut pas être que punitif, c'est les deux, je pense. Monsieur Laclos. Oui, c'est même certainement plus que ça. Je pense que toutes les conférences sur les 2 jours propose un plan d'action à mener pour gérer derrière au mieux la ressource. Et finalement, ce qu'on présente aujourd'hui est une conclusion, est un autre élément, est une partie du cocktail qu'on va devoir mener pour arriver à avoir une meilleure gestion de la ressource. L'effet prix
est un élément supplémentaire, mais comme la bonne gestion patrimoniale, comme la maîtrise de la donnée, comme tout ce qui a été présenté in fine dans ce cycle de conférences. On a vécu, je pense, avec un modèle qui était celui, l'eau, il y a de la ressource, est abondante, comme 50% de la population briviste l'indique. Je pense que c'est une valeur qui pourrait être largement généralisée, hormis sur les territoires où il y a eu une crise majeure d'alimentation en eau, où là il y a eu certainement une prise de conscience accélérée. Mais on est globalement dans une démarche de sobriété générale par le biais de l'énergie. Je pense que l'eau doit suivre ces éléments. Et oui, il faut un choc vraiment de communication et de sensibilisation. C'est le moment de le faire. Et il va falloir à côté amener d'autres éléments, parce que ce n'est pas parce qu'on aura une tarification qu'on va mieux maîtriser sa ressource. C'est vraiment un panel de solutions qu'il va devoir mettre en place. Et avec des solutions très fortes dans la gestion de la ressource en eau. On a évoqué le sujet aujourd'hui de la consommation domestique. Il va falloir avoir un enjeu vraiment général pour arriver à maîtriser ce flux d'eau et cette ressource. Monsieur Medina et Monsieur Lotredou, allez-y, ou dans l'ordre. Oui, d'autant que je vous disais que 70% de l'habitat à Toulouse est de l'habitat collectif, et la plupart des gens de ces personnes-là payent l'eau à travers les charges, et pas avec une facture d'eau. Donc effectivement, je rejoins ce que disait Jean-Charles Laclos, il faut créer un choc. Il faut créer un choc pour qu'il y ait une prise de conscience. Et notre tarification saisonnière, c'est pour ça qu'on la veut saisonnière, pour qu'il y ait effectivement un choc au moment où on manque d'eau. Donc les charges vont augmenter, évidemment, pendant cette période-là. Elles baisseront pendant la période hivernale, mais ce qu'il faut, c'est créer un choc et avoir une communication derrière très importante pour justement créer ce choc. Comme il y a eu un choc en 2022, tout le monde s'accorde pour le dire. Monsieur Lotredou. On l'a évoqué, hein, la communication est essentielle. Quel que soit le... D'ailleurs, elle est assez présente dans le plan haut du gouvernement, mis à part dans les entreprises, c'est la raison pour laquelle. En revanche, à mon avis, il va être hyper difficile de communiquer vers les gens en disant il faut que vous consommiez moins, comme ça vous allez payer plus cher le prix de l'eau. Parce que la conséquence, on l'a évoqué, ça sera la conséquence. Et ça va être compliqué, parce qu'il faudra de très bons communicants pour expliquer aux gens. À l'inverse, vous allez payer plus cher pour ces Voilà. raisons-là. En revanche, la communication, c'est dire si l'eau va monter, donc si vous n'économisez pas, vous paierez 2 fois plus cher. Alors que si vous faites des économies, vous regarderez peut-être une facture. Mais il y aura vraiment une vraie communication à avoir. Merci beaucoup. Que de sujets. Je vous propose qu'on prenne quelques questions dans le public s'il y en a. N'hésitez pas. Je vois un doigt par ici, peut-être un là-bas, je ne suis pas sûre. Oui, bonjour. J'avais une question sur la partie réglementaire. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer le budget de l'eau? Est-ce que l'eau doit toujours payer l'eau? Ou voilà, quelles conditions pour la tarification de l'eau? La question. Je ne suis pas expert. Je peux juste dire que notre avis, à la fin de notre avis, on dit qu'il devient nécessaire de réinterroger ce modèle qui a été mis en place en 1992 par une loi. On a cherché, d'ailleurs, c'est bien planqué quelque part, parce qu'on demandait à plein d'experts, je ne sais pas, peut-être dans les années 60, 92, c'est parce que tout était dans le budget des collectivités. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on atteint des limites. Les enjeux d'interconnexion entre les réseaux, les enjeux finalement de solidarité dans les bassins versants nécessitent de repenser complètement l'eau, le lien entre le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau. Il faut repenser certainement le modèle tarifaire. Rappelons d'ailleurs que la majorité des réseaux dans les campagnes, voilà, l'Ariège, il y en a beaucoup, ont été financés par des investissements de l'État et des départements de la fin des années 50 jusqu'au début des années 80. Les gens, moi quand j'étais gamin, enfin, au milieu de la Bretagne, j'allais voir chez mes grands-parents, il y avait de l'eau au puits chez la voisine. Et l'eau courante a dû arriver à la fin des années 70, pas avant. Mais il y avait des investissements. Aujourd'hui, ce mur d'investissement qui a été évoqué, c'est un enjeu. Donc on réinterroge... Oups, accident. Ça n'est que de l'eau. Donc est-ce qu'on réinterroge le modèle? Allez-y. On pourrait aussi faire en sorte d'avoir la garantie que l'intégralité des recettes de l'eau partent dans le domaine de l'eau.
hein, parce qu'il y a des choix qui ont été faits aussi au niveau national pour prélever un certain nombre d'éléments de produits pour les affecter sur d'autres compétences régaliennes de l'État. Donc déjà, premier step, ça serait de dire que l'eau paye l'eau et de le remettre en place. Et ensuite, peut-être se poser d'autres questions sur l'apport de financement autre. Est-ce qu'il y a une autre question ? Hier, on se posait la question à la fin de la plénière de qui donne le là, en fait. C'était ça, la question finale sur ce modèle. Est-ce que c'est une réponse de l'État que vous attendez ? Vous répondiez à l'État avec votre... On répondait à l'État et on l'a C'était une saisine de la Première ministre. De la Première ministre. Et on l'a réinterrogé en disant il serait temps que le SGPD anticipe cette augmentation qui prendra en compte effectivement les éléments économiques, environnementaux et sociaux pour apporter des solutions. En même temps, quand on voit le nombre de rapports ou de missions de l'Assemblée nationale, quand on voit le plan eau, on peut imaginer qu'il y a certainement de réflexion au niveau de l'État, je ne sais pas quand, on n'a pas de calendrier, mais ils reviendront certainement sur la question. Et il faut, c'est urgent. Une autre question, allez-y, on vous écoute, madame. Oui. Bonjour, Jocelyne Dimard de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Moi, j'avais une question plus technique sur les données. J'ai vu qu'à Brive, vous avez évalué la baisse des consommations. Comment vous les mesurez, les consommations ? Puisqu'on a vu qu'en fait, la connaissance des consommations des usagers domestiques ou activités économiques ou autres établissements était difficile à connaître, en fait. Alors nous, à Brive, on est en train de finir de déployer la télérelève généralisée sur l'intégralité des compteurs. Donc on va s'appuyer sur la donnée journalière de télérelève qui sera analysée par nos data scientists pour mesurer l'efficacité des dispositifs. Merci. Est-ce que ça répond à complémentaire, une question complémentaire ? Est-ce qu'on peut ramener le micro à madame comme ça pour être sûr de bien répondre à sa question ? Pardon. L'état zéro, vous le faites comment du coup ? Alors du coup, on ne va pas faire d'état zéro, on ne va pas faire du avant-après, on va faire du panel témoin versus le panel avec le dispositif. Parce qu'on a des évolutions de conso qui se font au fil des années. Aujourd'hui, les diminutions de conso, elles ont été beaucoup plus importantes avec les sécheresses et l'intégralité des messages qui ont été passés sur le sujet de la ressource en eau. Mais depuis des années, elles baissent de manière tendancielle. On le voit peu parce que les territoires ont souvent une démographie qui permet de faire que l'ensemble reste stable, mais on a une baisse des consos unitaires depuis de nombreuses années déjà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question complémentaire ? Nos intervenants ont été parfaitement complets. Est-ce que vous vouliez conclure, Jean-Charles Laclos, même si vous êtes intervenu, bien sûr, mais à la manière de votre introduction, un petit mot de conclusion ? Déjà remercier l'ensemble des intervenants au nom de l'AST, qui animait aussi cette table ronde. Le sujet est complexe, je pense que c'est un des enjeux majeurs pour les services d'eau et d'assainissement et peut-être dans d'autres domaines de compétences d'ailleurs, que d'arriver à construire de nouveaux modèles économiques. Je pense que les études vont devoir se multiplier dans ce domaine-là. Les expérimentations, les innovations, dans les deux cas, on a vu ici 2 expérimentations dans le domaine de la progressivité tarifaire ou de la tarification incitative ou saisonnière. Je pense que ça fait partie des solutions qui devront être explorées. Certainement, elles évolueront dans le futur aussi, mais on a besoin, dès aujourd'hui, enfin, on le pense au niveau de l'AST, il y a des groupes de travail qui sont menés sur le plan national sur ces sujets-là. On a besoin d'engager une véritable réflexion sur le sujet pour faire muter finalement cette tarification et l'adapter plus dans les enjeux de domaine de sobriété. Voilà. Merci beaucoup. Et des besoins de financement que l'on voit apparaître. Monsieur Rescanière soulignait le mur d'investissement. Je pense que c'est le cas de l'intégralité des collectivités en France. Et on l'a beaucoup dit hier et tout le monde était d'accord aussi là-dessus. Et moi, je retiens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution unique et de modèle universel. En tout cas, beaucoup d'expérimentation et des problématiques, quoi qu'il en soit, elles qui sont bien récurrentes. Merci beaucoup à tous d'avoir enrichi le débat. Et il va se prolonger sur le salon Cyclo. On se retrouve en début d'après-midi à 14h pour une dernière conférence qui traitera des économies d'eau dans le tourisme. Merci beaucoup. 3, 2, 1.